On va rentrer un petit peu plus dans la mine avec nos invités pour avoir directement une vue aussi concrète et puis des partages d'expériences et une vision aussi pour répondre à certains éléments partagés ce matin. Question donc pour Franck. Quelle différence faites-vous entre... On n'est pas à la télé, donc quelle différence fais-tu entre donc, ces deux systèmes d'épargne salariale et d'épargne retraite en termes de restructuration? Moi, je crois qu'il y a deux familles peut-être de différences. Il y a une différence juridique et puis une différence un peu organisationnelle et psychologique. Sur la différence juridique, je crois qu'on peut même résumer, un peu, rapprocher l'épargne salariale au sens de l'intéressement à la participation et des plans d'épargne, et les différenciant de l'épargne retraite, pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est qu'on parlait de la probabilité de contentieux. En épargne retraite, ce que je constate, c'est qu'il y a très peu de contentieux, mais quand il y a du contentieux, alors là, tout d'un coup, c'est des contentieux à très gros niveau, à très gros montant, pour la simple bonne raison que quand on parle retraite, on parle engagement viager autant que dure la vie. J'ai le souvenir et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les délais de prescription. Pourquoi? Parce qu'en matière de retraite, sauf à pouvoir le justifier autrement, la Cour de cassation considère que, selon la règle traditionnelle, c'est lorsque j'appréhende mon préjudice que le point de départ de la prescription. Or, c'est au moment où je liquide mes droits à retraite que j'appréhende mes droits, mon préjudice. Moi, j'ai le souvenir, jeune collaborateur, d'un dossier qui m'avait été confié. C'était en 2003-2004, d'un cadre dirigeant qui partait à la retraite. Et puis il disait, moi j'ai un problème, c'est que vous m'appliquez un régime de retraite à prestation définie additionnelle. Mais moi j'ai le souvenir, j'ai lointain le souvenir qu'à un moment il y avait un régime différentiel et qui accordait des droits beaucoup plus importants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais c'était mis en place par décision latérale. Donc j'imagine que quand vous êtes passé de l'un à l'autre, vous avez respecté la procédure jurisprudentielle de modification à la base d'édition latérale, et donc je suppose que vous allez me présenter l'information du comité d'entreprise pour justifier de l'opposabilité de la mesure. Alors, comme pour ce seul cas de figure, on parlait déjà en millions d'euros, il a fallu trouver assez rapidement une solution transigée. Donc, c'est l'exemple, effectivement, de ces deux points déjà qui sont significatifs, qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a peu de contentieux, mais quand il y en a, c'est beaucoup. Et la deuxième chose, c'est effectivement ces règles de prescription. La deuxième chose que je peux relever d'un point de vue juridique, c'est la façon dont, à mon avis, on doit s'interroger lorsque, à un moment, le contentieux va peut-être devenir un peu plus mature. Et on voit que les salariés ont de plus en plus de sensibilité aux questions de retraite, parce que, sauf à avoir été au Groenland au cours des dernières années, on ne peut pas ignorer qu'il y a un sujet de retraite, et qu'il y a eu des sujets de retraite. Donc, effectivement, les lames vont commencer lentement à s'aiguiser. Et probablement que les salariés, à un moment, vont tout simplement poser la question de ce sujet au regard de la directive du 12 mars 2001 et vont s'interroger sur la portée que l'on doit donner. Alors, désolé si je rentre dans le détail, mais au paragraphe 3 et 4 de l'article 3, si je ne me trompe pas, sur le fait qu'on a le paragraphe 3 qui régit de façon générique le sujet, et le paragraphe 4 qui dit justement, moi je n'applique pas, la directive, cette règle aux retraites supplémentaires, et je dis que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs de conserver leurs droits acquis. Somme toute, c'est assez facile à comprendre. C'est qu'on dit, vous ne pouvez pas sabrer un avantage au bout d'un an, alors que le salarié avait un droit acquis à la retraite. Sauf que quand on lit ces articles, là on a un sujet qui est, à mon avis, très intéressant et qui est un peu dual. Je m'explique. C'est qu'on n'a pas dans le droit les équivalents des textes qui ont été cités en intéressement, participation, plan d'épargne en matière de retraite. Donc on aurait tendance à dire, et ça a été dit par David Rigaud, qu'on peut donc s'en remettre au droit du travail. Alors il y a quand même un article qui doit être pris en compte, qui est l'article L913-2 du Code de la Sécurité sociale, qui considère comme nulle toute clause d'un acte collectif, un accord collectif, un accord inférieur d'une décision latérale,
qui rendrait nuls des droits acquis par l'effet d'une restructuration. Donc c'est quand même intéressant. Mais pourquoi cette directive est très intéressante? Parce qu'elle dit les droits à retraite en complément de celle de sécurité sociale. Et je pense que tôt ou tard, on se posera la question du champ d'application de ce paragraphe 4, cet article 3 de la directive. Parce que somme toute, nous donnons qu'est-ce que c'est que de la retraite, et a fortiori, qu'est-ce que c'est que de la retraite supplémentaire. Alors, je donne un exemple, quelque chose qui est souvent oublié dans les audits lorsque l'on est justement dans les opérations d'acquisition, c'est la retraite Agirc-Arrco. Alors bien sûr, tous les spécialistes vont dire « Ah, mais l'Agirc-Arrco, parce qu'on sait qu'on est en France, et comment on est en France, on ne fait pas les choses comme les autres pays. Et dans les pays occidentaux, on sait qu'il y a normalement 3 piliers de retraite, la Sécu, le système légal, le système professionnel d'entreprise et le système d'investissement personnel. Mais nous, en France, on a quelque chose d'original, qui est une sorte un peu d'OGM de sécurité sociale et d'engagement d'entreprise, qui est l'Agirc-Arrco. Alors, il y a des jurisprudences de la Cour de justice européenne pour dire, au regard du règlement de coordination, ce qu'est l'Agirc-Arrco, mais on a souvent dans les régimes d'Agirc-Arrco ce qu'on appelle les opérations supplémentaires de retraite complémentaire. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais on va voir que ça peut dire beaucoup, parce que, en l'occurrence, c'est souvent là qu'il y a un passif qui lui-même peut coûter très 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 cher. Pourquoi? Parce que souvent on ne l'identifie pas immédiatement, et la question est de savoir si je suis sur cette opération supplémentaire de retraite complémentaire, qui peut par exemple concerner 30 000 salariés, de savoir si oui ou non je dois appliquer la réglementation Agirc-Arrco sur le sort de cette opération supplémentaire, si je peux y mettre un terme, et si je suis, oui ou non, dans ce fameux paragraphe 4 de l'article 3 de la directive. C'est un exemple, je pourrais en prendre plein d'autres, mais malheureusement, effectivement, ça a été dit, le temps nous manque. Je finance des frais de santé pour les retraités. C'est quelque chose qui est moins fréquente aujourd'hui pour des raisons comptables. Est-ce que lorsque je finance des frais de santé pour des retraités, c'est un avantage de retraite au sens de la directive, qui est donc hors des règles usuelles et qui tombe dans les règles du maintien des droits acquis? Donc on pourrait multiplier ces exemples-là, ça c'est le premier point qui me semble significatif, et le deuxième point juridique, c'est effectivement la question de la distorsion entre l'engagement de l'employeur et le contrat d'assurance. Et là, on renouvelle à nouveau un appel à la Cour de cassation de retrouver un peu de sagesse et de rigueur dans le fait de bien distinguer l'engagement de l'employeur et le contrat d'assurance. On a plusieurs jurisprudences récentes alors il y en a une en prévoyance par exemple, où la Cour de cassation applique aux assureurs un texte afférent aux employeurs en matière de prévoyance sur la portabilité prévoyance. On voit que les lignes sont parfois pas forcément très, très claires. Et on constate d'ailleurs qu'en matière de protection sociale, et la Cour de cassation, parfois les employeurs, parfois également les salariés, ils perdent un peu la boussole. En fait, on a du mal parce que c'est technique, et donc on a du mal à se retrouver entre qu'est-ce que doit l'employeur et savoir exactement quel est le droit acquis à retraite du travailleur au sens de la directive, qu'est-ce que doit l'employeur au sens de ses obligations de droit du travail. C'est cette question-là qu'il faut maintenant travailler avec plus de vigilance, parce que si on ne la travaille pas avec plus de vigilance, alors effectivement, il y aura la maturité du contentieux fera son effet, et fera son effet avec cet effet de bombe à retardement qui est effectivement au moment du départ à la retraite. Deuxième grande, pour moi, famille de différences, c'est cette dimension un petit peu organisationnelle, fonctionnelle et puis peut-être même psychologique. L'épargne salariale, les plans d'épargne, c'est du collectif absolu sous réserve de l'ancienneté de 3 mois. Alors que ça a été dit par David Rigaud, c'est effectivement, pour la retraite, ça peut être collégial, ça peut être individuel. Et la question, c'est comment, lorsque je suis dans une opération de structuration, comment je gère cet avantage très spécifique. Tout à l'heure, il a été dit, c'était très intéressant de le rappeler, que la rémunération fixe, c'est 80% de la rémunération totale. Si vous avez des dispositifs individuels de retraite supplémentaires de type prestation définie L137-11-2, vous pouvez très rapidement, un peu comme l'actionnariat, sortir de ce canevas ou de cette répartition 80-20 et vous retrouver à des répartitions 60-40. Et là, à ce moment-là, alors peut-être devant la machine à café ou peut-être dans d'autres lieux, on va voir la question de la comparaison usuelle et donc de la psychologie. Je pense que ça va être probablement bien évoqué par Fabrice, c'est la question de la psychologie des rémunérations. La façon dont on intègre une société de voir, ce qui est une expression malheureuse, le camp d'en face.
de voir des personnes qui étaient mes concurrents et qui maintenant sont mes collègues. Et comment j'appréhende le fait qu'eux viennent dans leur sac à dos avec des engagements de retraite que moi je n'ai peut-être pas. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand une entreprise fait un choix qui est plus typé épargne salariale ou qui est plus typé épargne retraite, ça dit des choses d'elle. Ça dit des choses d'elle, de son typologie de salarié, de leur moyenne d'âge, de leur type de salaire, parce qu'elle répond en fait à une demande. Et lorsqu'on a cette restructuration, on a ces questions qui se posent. Est-ce qu'on maintient ces avantages, mais sous un angle dynamique, qui est de dire, et est-ce que je peux les maintenir, et comment je dois faire? Je prends un exemple et j'en terminerai par là. Le classique qu'on peut retrouver parfois, c'est une entreprise qui est absorbée et qui devient un établissement. Les salariés absorbés ont un régime de retraite à cotisation définie de type Perrot par décision latérale. L'employeur, sur cet établissement, ne modifie pas l'engagement et les maintient, entre guillemets, en groupe fermé. Sauf que c'est un établissement et si pour peu qu'il ait beaucoup d'autonomie, que va faire la RH, peut-être par manque d'attention, c'est quand elle va embaucher de nouveaux salariés, elle va leur appliquer ce système. Et là, les salariés des autres établissements nous diront, mais vous voyez bien qu'il y a un problème, parce qu'on pouvait concevoir que la population qui avait été absorbée sur l'établissement, OK, était un groupe fermé, mais regardez, vous l'avez appliqué à d'autres salariés nouvellement embauchés. Et alors là, vous avez quelques sujets sur l'égalité de traitement à traiter qui peuvent être très intéressants. Merci beaucoup Franck pour cet éclairage. Effectivement, je rebondissais, les partenaires sociaux ont tendance, si nous ne les avons pas acculturés et éduqués à ces dispositifs-là, sont assez prudents sur les dispositifs juridiques. Ce n'est pas leur premier axe. En revanche, la façon dont l'entreprise va le gérer, que ce soit l'accueillante ou celle qui est la partie qui est transférée, vont être extrêmement attentifs à l'esprit et à la façon dont ça va être fait. Après, il y a évidemment tous les aspects rémunération. Je propose de passer la parole à Fabrice pour le faire réagir et partager sur son expérience chez Bouygues. En effet, en 2022, Bouygues a fait sa plus grosse croissance externe depuis toujours. Depuis le début, ouais, en faisant l'acquisition d'Equans. Et j'aurais tendance à poser la question, quels ont été donc les impacts de cette acquisition sur évidemment les dispositifs d'épargne et les dispositifs salarial, et quels sont les problèmes que vous avez rencontrés et comment évidemment vous les avez surmontés. Bien, donc je vais essayer de répondre à ces questions. Tout d'abord, rappeler un petit peu quelle était l'opération. Donc l'opération s'est déroulée il y a très peu de temps, c'était en octobre 2022. Et donc c'était le rachat ANJ par Bouygues de la branche énergie et services. Donc ça a consisté en un périmètre important avec 74 000 collaborateurs, dont 28 000 en France. Et dans toute la partie donc, négociation préalable, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris avec Engie. Alors ça s'est déroulé sur bien sûr plusieurs mois. Des grosses opérations comme ça ne se font pas en quelques semaines. Et dans ces engagements, eh bien, il y avait une partie sociale, des engagements sociaux qui avaient été pris par Bouygues si on rachetait donc ce périmètre donc énergie et services d'Engie, et puis des engagements aussi donc financiers. Alors dans les engagements sociaux, bien sûr, il y avait des dispositions concernant donc les outils donc d'épargne salariale et d'épargne retraite, et l'idée c'était de faire bénéficier aux collaborateurs d'Equans des dispositifs applicables chez Bouygues. Et on va le voir tout à l'heure, ces dispositifs étaient plus favorables que ceux qui étaient applicables chez Engie. Et dans les engagements financiers, eh bien, il y avait un engagement d'améliorer la marge des entreprises d'Equans, et plus exactement de doubler le niveau de marge des entreprises d'Equans dans un délai de 5 ans. Et là, vous voyez que ce n'est pas toujours facile de concilier ces deux engagements, puisqu'à partir du moment où vous prenez un engagement d'évolution de la marge et en même temps d'évolution du statut social, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc il y a eu une réflexion à mener chez Bouygues pour voir comment on allait procéder. Et bien entendu, on avait la volonté d'intégrer au mieux les collaborateurs d'Equans qui se sentent
Bouygues dès donc, le transfert au sein du groupe Bouygues. Donc par rapport à ces 3 éléments, je vais décrire avec vous les différents ajustements qu'on a été amenés à apporter. Alors je précise tout de suite qu'il n'y a pas eu de fusion ni de scission, mais malgré tout, on a fait des ajustements importants dans nos régimes d'épargne salariale et d'épargne retraite. Alors on commence par l'épargne salariale. Épargne salariale, pour vous décrire la situation, donc on avait un plan d'épargne groupe Bouygues et un plan d'épargne groupe Engie, dont bénéficiaient les collaborateurs d'Equans. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que chez Bouygues, on a une culture d'un actionnariat salarié qui est très poussée, puisqu'on est l'entreprise du CAC 40 avec le plus fort taux d'actionnariat salarié. Aujourd'hui, on atteint plus de 23% d'actionnariat salarié, c'est-à-dire quasiment autant que la famille Bouygues. Donc, il y a vraiment un marqueur très fort dans le groupe, c'est donc la participation des salariés au capital de l'entreprise. Chez Engie, c'est un petit peu moins marqué, puisque l'actionnariat est de l'ordre de 3,5% chez Engie, l'actionnariat salarié. Et pour atteindre finalement ce niveau d'actionnariat salarié au sein de Bouygues, on a mis en place 2 dispositifs. Le premier dispositif, c'est bien entendu le plan d'épargne d'entreprise avec un dispositif d'abondement très favorable. Et quand on compare ce niveau d'abondement avec celui applicable chez Engie, c'était un rapport de 1 à 10. Donc forcément une différence importante. Et donc un deuxième dispositif qui permettait aussi d'avoir un actionnariat salarié important, ce sont des augmentations de capital réservées aux salariés que l'on effectue assez régulièrement et qui permettent là aussi aux salariés d'avoir une part du capital important de l'entreprise. Par rapport à ces éléments, donc, on avait un souci, c'est que si on appliquait tout de suite le niveau d'abondement du plan d'épargne groupe Bouygues aux collaborateurs d'Equans, tout de suite, on avait donc une marge des entreprises d'Equans qui était largement impactée, et du coup, elles prenaient encore un peu plus de retard pour atteindre l'objectif qu'on leur avait fixé de doublement de leur marge à horizon de 5 ans. Alors, comment est-ce qu'on a pu procéder ? Eh bien, l'idée que l'on a eue, ça n'a pas été d'intégrer les collaborateurs d'Equans au sein du PEG Bouygues, mais de créer un PEG Equans. Voilà. Et pour qu'ils se sentent intégrés, ce PEG Equans comportait des fonds en actions Bouygues. Et l'avantage qu'il y a eu donc, à procéder de la sorte, c'est que c'était un PEG qui était piloté par Equans, qui permettait de faire varier l'abondement en fonction des résultats financiers d'Equans. Et bien entendu, ce qu'il fallait faire dès le départ, c'est prévoir un abondement supérieur à celui dont bénéficiaient les collaborateurs d'Equans chez Engie, et assez éloigné dans un premier temps de celui dont bénéficiaient les autres collaborateurs du groupe Bouygues. Donc l'idée quand même, c'est qu'à moyen terme, on aligne les niveaux d'abondement de ce PEG avec le PEG du groupe Bouygues. Voilà donc pour la partie PE. Sur les augmentations de capital, l'idée que l'on a eue aussi, ça a été d'intégrer très rapidement les collaborateurs d'Equans aux augmentations de capital du groupe Bouygues. Il y en a a priori une tous les 2 ans, si on voit la régularité des opérations sur les 10 dernières années. Et donc on a organisé très rapidement une augmentation de capital. Donc ça, c'était fin 2022, donc c'est-à-dire quelques semaines après l'acquisition d'Equans, et il fallait permettre donc aux collaborateurs d'Equans de participer à cette augmentation de capital alors même qu'ils n'étaient pas dans le PEG Bouygues. Mais ils avaient un plan d'épargne groupe en action Bouygues, et on a fait une petite analyse juridique pour voir si des collaborateurs, des salariés de 2 PEG distincts pouvaient participer à la même opération d'augmentation de capital, et avec les conseils de notre cabinet d'avocats ici présent, nous avons donc pris la décision effectivement de les intégrer à cette augmentation de capital avec un fort taux de souscription, puisque la souscription des collaborateurs d'Equans a dépassé un certain nombre de métiers historiques du groupe Bouygues. Donc voilà donc comment on a pu procéder au niveau de l'épargne salariale, ce qui nous a permis à la fois d'intégrer nos collaborateurs, de respecter nos engagements sociaux, et de pouvoir respecter plus facilement nos engagements financiers.
Sur le volet épargne retraite, donc là on avait des situations un peu comparables au niveau du PERCOL. Pour le PERCOL, donc on avait un abondement chez Bouygues qui était largement supérieur à celui applicable chez Engie. Alors je ne jette pas la pierre à Engie aujourd'hui au niveau du traitement de ses collaborateurs. Et il y a forcément des sujets sur lesquels ils sont mieux disants que nous. Et en plus, j'ai de bonnes relations avec mon homologue de chez Engie. Donc voilà. Mais simplement, il se trouve qu'en matière d'épargne salariale et d'épargne retraite, eh bien, ils étaient moins disants. Alors comment est-ce qu'on a fait par rapport au PERCOL? Donc un niveau d'abondement, comme je le disais, qui était bien supérieur. Et puis les entreprises qui adhéraient donc au PERCOL Bouygues n'avaient pas le choix de faire varier le niveau d'abondement. Donc tout collaborateur dont l'entreprise avait adhéré pouvait tout de suite demander donc l'abondement maximal. Bien sûr en fonction du versement que le collaborateur effectue. Donc l'idée, bien entendu, ça a été de limiter cet impact. Alors, on avait un PERCOL Bouygues qui n'était pas en action Bouygues, donc on n'avait pas ce côté, on va les intégrer en leur permettant d'acquérir des actions Bouygues. Mais par contre, on a décidé de les faire intégrer le PERCOL. Et pour cela, il fallait qu'on modifie donc, le PERCOL. Donc là où le PERCOL prévoyait donc, un abondement qui s'appliquait sans choix pour l'entreprise, à partir du moment où elle adhérait donc, au PERCOL, on a créé des différents niveaux d'abondement. Donc le premier niveau d'abondement pouvait être choisi par les collaborateurs, par les entreprises d'Equans, sans aller au troisième niveau, qui aurait forcément pénalisé un petit peu plus donc, la marge de ces entreprises. Donc toujours la même logique, hein, comme pour le PE tout à l'heure, donc pouvoir donc, amortir un petit peu l'impact de l'application du statut social de Bouygues pour les entreprises d'Equans pour pouvoir respecter leurs engagements financiers. Et je finirai par tout ce qui concerne donc, le PEROB. Alors PEROB, c'était un petit peu différent dans la mesure où on avait un dispositif qui était obligatoire pour toutes les entreprises à partir du moment où elles avaient des salariés qui avaient un certain seuil de rémunération. Alors ce seuil, c'est 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, donc ce n'était pas tous les collaborateurs, hein, ça représente à peu près 130 000 € aujourd'hui par an. Mais à partir du moment où donc, on était entreprise du groupe Bouygues, on devait donc cotiser pour les salariés dont la rémunération donc, était supérieure ou égale à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Et bien entendu, ça aussi, ça pouvait avoir un impact financier pour les entreprises d'Equans qui nous rejoignaient. Et donc, on a modifié donc, notre accord plan d'épargne retraite, notre accord PER, en prévoyant désormais que pour les nouvelles entreprises, il pouvait être décidé qu'il n'y ait pas d'application de ce PEROB à partir du moment où ces entreprises pouvaient justifier avoir de leur côté déjà un dispositif de PEROB, ce qui était le cas pour un certain nombre d'entreprises d'Equans. Voilà très schématiquement ce que je pouvais dire sur l'impact de cette acquisition. Alors on n'est pas dans une restructuration au sens de fusion, scission, mais quand même, vous voyez que même si c'est une simple acquisition, si on laisse les entreprises en l'état, on les a regroupées au sein d'un pôle, au sein du groupe Bouygues, eh bien, il faut quand même faire des aménagements sur les dispositifs existants pour que les choses se passent de la meilleure façon. Et un petit retour d'expérience quand même, puisqu'on est à maintenant plus d'1 an donc, de cette acquisition, et le constat que l'on fait, c'est que l'intégration se passe très bien. On a d'ailleurs un peu de mal à réaliser que ça ne fait qu'1 an qu'on a racheté Equans, donc ce qui est plutôt bon signe. Et pour échanger avec les collaborateurs d'Equans et les partenaires sociaux d'Equans aussi, eh bien, eux aussi se sentent aujourd'hui pleinement intégrés au sein du groupe. Donc maintenant, il va falloir quand même qu'on remplisse nos engagements financiers et qu'on arrive à doubler la marge dans les 5 ans. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement. Vous allez nous bétonner tout ça, c'est ça ? Oui, peut-être un petit peu. En tout cas, merci en tout cas Fabrice pour cette vision du groupe Bouygues et les équilibres que vous avez trouvés entre effectivement la société mère et ses filiales. Encore une fois, effectivement, je suis toujours intéressé par la créativité dont on peut faire preuve, la créativité juridique et le pouvoir du dialogue social dans ces matières pour trouver des solutions. Donc merci. Quentin, j'aurais une question. Donc, quelles difficultés relevez-vous principalement en matière d'incidence d'opérations de restructuration
sur les mécanismes d'épargne salariale, avec une autre vision, une autre facette. Merci Alexandre. Alors effectivement, si on essaye de prendre un peu puisque beaucoup de choses ont été dites ce matin lors du premier rapport, lors des seconds rapports, sur l'aspect juridique. Et si on essaye de prendre un peu le côté opérationnel des choses, ce qui est fréquent en matière d'épargne salariale, c'est que ces sujets sont souvent traités sur le même plan que le droit du travail, par les services sociaux, les fonctions des ressources humaines, alors même qu'on l'a évoqué tout au long de la matinée, c'est un droit spécifique, ou on l'imagine que c'est un droit spécifique. Et le deuxième élément, c'est que souvent, ou parfois, il y a un manque d'anticipation. Donc l'essentiel, en fait, sur ce type d'opération, grâce au fait que le droit nous ouvre énormément d'opportunités liées à l'imprécision des textes, liées au fait qu'on ait une jurisprudence relativement peu abondante sur le sujet, c'est se donner une ligne de route dans ce type d'opération qu'on peut dérouler de manière quasiment systématique en réalité. La première question à se poser, et c'était le maître mot de la première table ronde, c'est l'anticipation. Est-ce que réellement on doit anticiper ou on ne doit pas anticiper? Et ça a été souligné par rapport au caractère aléatoire des dispositifs d'épargne salariale. C'est une vraie question. Il y a certaines entreprises, certains groupes, notamment des fonds de retournement, qui prennent le parti, alors qu'ils connaissent parfaitement les problématiques liées à l'épargne salariale, de ne pas anticiper. De ne pas anticiper, pourquoi? Parce que quand on quitte un groupe dans lequel il y a un dispositif d'intéressement particulièrement favorable, et que ce fonds de retournement prend cette société dans un objectif d'augmentation de la marge très rapide, il a plutôt tendance à vouloir éteindre ce type de dispositif de rémunération supplémentaire. Et donc, on passe au maximum sous silence ce sujet, on considère qu'il y a une impossibilité, et en général, les salariés, les partenaires sociaux s'en rendent compte relativement rapidement, et socialement, c'est très peu heureux, et on trouve des solutions alternatives. Mais il peut y avoir un choix volontaire de ne pas anticiper ces sujets. Fort heureusement, dans l'immense majorité des cas, on souhaite anticiper ces sujets. Et lorsqu'on anticipe ces sujets, en réalité, il y a 4 grandes questions à se poser, 4 grands points. Le premier point, c'est le bénéfice. Est-ce que je vais bénéficier de ces dispositifs? Ça a été vu ce matin. J'arrive dans une coquille vide. Bien évidemment, les dispositifs vont se poursuivre. Il y a un point souvent qu'on oublie. Le dispositif se poursuit, mais quid des salariés embauchés postérieurement? Puisqu'on est sur un droit spécifique, est-ce que l'accord de participation transféré dans une coquille vide va s'appliquer aux salariés embauchés postérieurement à ce transfert? Est-ce qu'on applique notre droit du travail classique, groupe fermé? Ou est-ce qu'on se dit non, on est dans un droit dérogatoire et donc l'accord de participation va immédiatement s'appliquer à tous les salariés, même les salariés embauchés postérieurement? Il n'y a aucune réponse à cette question en jurisprudence en l'état. Lorsque on arrive dans une entreprise où il existe déjà des dispositifs, ça a été vu de manière très approfondie ce matin, dans l'immense majorité des cas, ça aura une impossibilité de poursuivre qui pourra s'anticiper via de la négociation d'entreprise d'accueil. Une fois qu'on a vu la question du bénéfice, se pose la question du calcul. Le calcul, ici, matière de participation, matière d'intéressement, le point fondamental est, y a-t-il une rétroactivité fiscale et comptable de l'opération? Et encore une fois ici, et ça a été vu et revu, le droit est relativement peu clair pour répondre de manière certaine à toutes les questions qui se posent. En matière de participation, effectivement, il y a une rétroactivité fiscale et comptable, on fait masse des agrégats comptables, mais cette position vaut uniquement pour le bénéfice. Le bénéfice n'est qu'un agrégat de la formule de calcul de la participation. Quid de la valeur ajoutée? Quid de la masse salariale? Quid des capitaux propres? La pratique fait que l'on trouve des solutions opérationnelles, mais il n'empêche qu'il existe une forte incertitude sur toute une partie des agrégats de la formule de calcul de participation. En matière d'intéressement, 2 types d'intéressement, intéressement à la performance, intéressement au résultat. Quand on est sur de l'intéressement au résultat, bon, tout dépend de la manière dont est rédigé l'accord d'intéressement. Est-ce que cela fait référence à des agrégats comptables et dans ce cas-là, on applique la rétroactivité? Ou alors est-ce que ce sont
des agrégats, certes comptables, mais retranchés de différents éléments qui peuvent être extra-comptables, qui sortent de la comptabilité classique des entreprises. Et dans ce cas-là, ça va être difficile de le faire. Quand on est sur de la performance, c'est strictement impossible. Donc il faut répondre clairement à cette question en amont de l'opération. Troisième question, la répartition. Une fois que j'ai calculé, je répartis. Et là, Vincent l'a évoqué de manière très juste et très claire, la dichotomie entre la rétroactivité fiscale et comptable. Quid? Cette jurisprudence de la Cour de cassation de 1983 qui nous dit « j'aligne les planètes, rétroactivité fiscale et comptable », mais malheureusement, et ça a été rappelé par la suite, cette jurisprudence, elle est un petit peu ancienne et surtout très isolée. C'est-à-dire que derrière, si on fait une analyse fine des jurisprudences de cour d'appel, on se retrouve dans des situations où on trouve sur une jurisprudence dit pas de rétroactivité sociale, une autre jurisprudence nous dit une rétroactivité sociale. Quelle est la ligne de conduite des juges? Quand on regarde systématiquement les faits d'espèce de ces différentes jurisprudences, l'impression, c'est quel est l'intérêt des salariés transférés. Systématiquement, nous avons l'impression que les juges, ici, recherchent l'intérêt des salariés transférés pour éviter qu'ils soient lésés dans ce type d'opération. Troisième question, quelle est la répartition? Il y a une quatrième question qui souvent est oubliée, c'est la question du versement. J'ai calculé, j'ai réparti, où est-ce que je verse les sommes? Je les verse dans mon plan d'épargne de mon entreprise antérieure, je les verse dans mon plan d'épargne de ma nouvelle entreprise, et là on est face à une difficulté pratique. On va prendre un exemple très concret. Je suis dans une entreprise A, mes salariés sont transférés dans une entreprise B qui ont un plan d'épargne entreprise. Mon entreprise A prévoyait un abondement extraordinaire à 300% des sommes versées issues de l'intéressement et de la participation. Mon entreprise B ne prévoit aucun abondement. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un peu le choix entre la peste et le choléra. Soit d'un côté, on nous dit « vous avez quitté l'entreprise, mais pas de souci, vous inquiétez pas, vous pouvez quand même affecter vos droits à intéressement et à participation dans l'entreprise A, mais dans l'immense majorité des cas, vous n'aurez pas l'abondement, puisque les plans ne le prévoient pas. Ou alors non, vous pouvez aussi l'affecter dans le plan de l'entreprise B, mais dans ce cas-là, ce ne sera plus considéré comme de l'intéressement et de la participation, mais comme un versement volontaire, et vous perdrez l'avantage fiscal de cette affectation. » C'est toujours un sujet qui m'a interloqué. Et c'est là qu'on voit la frontière entre le droit du travail et le droit de l'épargne salariale. Pourquoi? Parce qu'on a cet article 12.24.1 qui dit qu'il y a un transfert des contrats de travail. L'objet même de cette disposition, c'est d'organiser une continuité dans les acquis et les droits des collaborateurs. Or ici, via ce mécanisme, on empêche cette continuité. On dit soit vous n'avez pas d'abondement, soit vous perdez l'avantage fiscal de ces sommes. Et donc, c'est une question essentielle qu'il faut traiter. Je suis persuadé que l'argument juridique tiendrait de dire que les sommes qui sont affectées d'intéressement et de participation affectées dans le plan de l'entreprise B pourraient rester qualifiées d'intéressement et de participation, quand bien même ils sont affectés dans le plan de l'entreprise d'accueil. Une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, ou du moins posé toutes les problématiques, effectivement, il faut répondre à toutes ces questions. Et c'est là la chance qu'on a dans cette belle matière qu'est l'épargne salariale, parce que c'est une chance, et ça a été évoqué, c'est l'imprécision des textes, c'est l'absence de jurisprudence. Et donc, c'est à nous, praticiens du droit, de créer, de tisser, d'écrire autour de toutes ces dispositions incertaines. Le terme bricolage a été utilisé, et c'est exactement ça. On peut regarder toutes les opérations de restructuration, il n'y en a pas une qui se ressemble en matière d'épargne salariale. Il y a toujours des spécificités, il y a toujours des choses nouvelles à effectuer. Et, qui plus est, l'absence de jurisprudence, qui tend à démontrer des contentieux relativement faibles sur le sujet. Pourquoi? Parce que dans l'immense majorité des cas, et ça a encore été dit ce matin, l'idée n'est pas de léser les collaborateurs dans ce type de situation. J'aurais pas eu de meilleure conclusion. Hein. Quand j'entends peu clair, moi je lis, quand j'entends texte peu clair, ou je lis texte ouvert.
ouvert à la créativité. Et comme tu le disais très justement, même si les enjeux et les risques sont énormes, le contentieux est faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi à trouver des accords. Et c'est un peu pour ça, c'est un peu ça qui nous anime. Enfin, en tout cas, moi, aux relations sociales, moins j'ai de juges, mieux je me porte. Donc je ne sais pas s'il y a des magistrats dans la salle, mais ils me comprendront. Donc j'en suis très heureux.